Qui a tué Bernadette Bissonnet dans sa belle maison de 25 pièces? Son jardinier, Méziane Belkacem, un fils de harki illettré et soumis à ses patrons. Amaury d'Harcourt, l'aristocrate, ce vieil ami de la famille, désargenté et chasseur. Ou le mari, Jean-Michel, un riche retraité pied noir, qui aimait sa femme comme au premier jour. Dans cette affaire, il y a bien un commanditaire, un exécuteur et un complice. Les trois se sont renvoyés la balle et tout le monde s'est retrouvé devant les assises de Montpellier. Qui a tué Bernadette Bissonnet? On le sait désormais, mais on n'a jamais découvert pourquoi. Dans la banlieue de Montpellier, Castelnau-le-Lez, un quartier résidentiel tranquille, un peu éteint même. Ce soir du 11 mars 2008, il est 22h quand la gendarmerie reçoit un appel désespéré. Gendarmerie, écoute. On entend un homme affolé qui pleure, qui ne comprend pas, qui crie pourquoi toi, qu'il aime sa femme. On entend vraiment un homme complètement apeuré. Cet homme affolé s'appelle Jean-Michel Bissonnet et il habite une des villas du quartier à quelques rues de là. Dans l'entrée de la maison, les gendarmes découvrent une scène de crime. Il y avait le corps de Madame Bissonnet qui était à l'intérieur donc, du hall d'entrée. Elle se trouvait allongée à même le sol, sur le dos, du sang un peu autour du corps. À proximité, il y avait une serpillière dont M. Bissonnet nous dit que c'est lui qui a en partie essuyé pour s'approcher auprès de sa femme. Le mari est en état de choc. Il dit surtout c'est affreux. Il veut savoir ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire. Sa femme est morte, il dit on me l'a tuée. Les gendarmes interrogent alors M. Bissonnet. Ce 11 mars 2008, comme tous les mardis, il était au Rotary Club de Montpellier. La dernière fois qu'il a parlé à sa femme, c'est au téléphone, sur le trajet. Il me précise qu'il est parti vers les 19h40, qu'il est allé à sa réunion du Rotary avec sa voiture, comme il le fait habituellement tous les mardis soir, et que sur le chemin, il s'aperçoit qu'à l'arrière de sa voiture, sur la banquette arrière, il y a son chien. Et il téléphone à son épouse pour lui dire mais voilà, j'ai le chien avec moi, ne t'inquiète pas, j'ai le chien avec moi. La réunion du Rotary se termine 2 heures plus tard. Il est presque 22h quand Jean-Michel Bissonnet rentre chez lui. Comme à son habitude, Pete, le chien, court vers la porte d'entrée. Mais là, bizarrement, il se couche tout tremblant. Jean-Michel Bissonnet ouvre. Je lui pose les premières informations pour lui demander effectivement si il avait une idée de la personne qui aurait pu faire ça, s'il savait des ennemis ou autres. À aucun moment il nous désigne de personne. Non, il ne sait pas du tout. Lui, il pense effectivement à un cambriolage qui s'est mal déroulé. Castelnau est un quartier chic. Les cambriolages se sont multipliés ces dernières années. Les Bissonnet en ont été victimes eux aussi 2 ans plus tôt. Monsieur Bissonnet nous dit un peu tardivement qu'effectivement il s'aperçoit que le véhicule 4x4 de son épouse, qui est un RAV4, a été dérobé. Et c'est à ce moment-là qu'on fait déclencher en fait le plan épervier pour faire rechercher ce véhicule-là. La villa des Bissonnet est l'une des plus belles du quartier. De quoi attiser la convoitise. La propriété est immense. On y accède par un portail à double quai automatique avec une grande allée et on se table sur un terrain qui est à peu près entre 4500 et 5000 m² et une maison en 2 étages d'environ 25 pièces. C'est une très belle villa avec piscine intérieure, petite salle de sport pour Madame Juan, l'épouse de Monsieur Bissonnet, la victime. C'était une des rares fois où j'ai pu intervenir sur une maison aussi belle. Jean-Michel Bissonnet est un riche retraité de Montpellier. Jusqu'ici, il menait une vie tranquille avec sa femme Bernadette. Une ancienne pharmacienne séduisante dont il se disait toujours très amoureux après 30 ans de mariage. À 61 ans,
Jean-Michel Bissonnet est un notable respecté, comme on dit. On voit qu'il fait partie de la haute société de Montpellier, et notamment avec le Rotary Club. C'est un homme d'affaires, voilà, mais ils sont à la retraite, ils vivent bien, ils font des voyages, donc tout se passe bien. Pendant que les enquêteurs discutent avec le mari dans le jardin, les techniciens en identification criminelle, les TIC, ont déjà retrouvé la voiture volée, à seulement quelques rues de la villa. Et ils y repèrent tout de suite des éléments intéressants. Il y a du sang sur la manette du clignotant et sur la portière avant gauche. Après la voiture, les gendarmes reviennent sur la scène de crime, la luxueuse villa de 400 mètres carrés. Pour en faire le tour, ils ont besoin de toute la nuit et de toute la journée du lendemain. Les enquêteurs et les TIC notent que l'attaque a été violente. Le volet roulant a été perforé en de nombreux endroits. Au vu des plombs de chasse retrouvés par terre, il est facile de deviner avec quelle arme on a tiré sur l'ancienne pharmacienne. Les constatations permettent de déterminer effectivement qu'elle a été tuée de 2 balles de fusil qui sera un calibre 16. Une première gerbe de plomb l'avait touchée au cou de gauche et une seconde gerbe de plomb au niveau de l'épaule droite. Dans le hall d'entrée, les techniciens remarquent très vite des traces de sang effacées. La serpillière est juste à côté. Et les enquêteurs nous disent, c'est M. Bissonnet qui a effacé, qui a essuyé ces taches de sang. Donc quand on demande à M. Bissonnet à côté pourquoi avoir essuyé ces taches de sang, il nous dit que son chien piétinait auprès du corps de son épouse, et c'est pour cette raison qu'il a enfermé dans la chambre au premier étage. Mais bizarrement, les taches sont bien circulaires et les TIC ne trouvent aucune trace de pattes de chien dans le sang. Soudain, les techniciens repèrent par terre quelque chose qui les intrigue. On trouve sur le tapis un bout de matière, on va dire transparente, qui nous fait un premier temps, un examen visuel nous laisse penser à un bout de plastique. Et quand effectivement on le prélève et qu'on le saisit, on se rend compte qu'il s'agit d'un ongle. Et d'un ongle important, dans la taille. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un ongle d'un auriculaire, mais plutôt d'un ongle d'un pouce. Et de plus, tous les petits morceaux qu'on retrouve sur la partie gauche de la pièce, ainsi que collés au plafond, certains petits bouts de peau, on laisse penser justement à un bout de doigt. Un bout de doigt. Or, les 2 mains de Bernadette sont intactes. Le tueur s'est vraisemblablement blessé en tirant. La première conclusion qui nous vient à l'esprit, c'est pas une personne qui est habituée aux armes. Pour nous, le dossier est en partie résolu, parce qu'au vu de tous les morceaux qu'on a pu ramasser sur les lieux, on a assez de matière pour faire une recherche ADN. Quelques mètres plus loin, encore des indices. Tout le long de l'escalier, des gouttes de sang montent jusqu'à une chambre à l'étage, côté gauche. Du même côté que les traces de sang retrouvées dans la voiture. Ce qui nous confirme que l'auteur des faits, ou du moins la personne qui a utilisé la voiture, était blessée à la main gauche. Mais qu'est donc venu faire l'assassin à l'étage, puisqu'il n'a apparemment rien volé? Ni les bijoux de madame, ni l'appareil photo de monsieur. Rien n'a été volé dans sa maison. C'est une maison avec des œuvres d'art, avec de l'argenterie, avec de l'argent liquide qu'il y avait ne serait-ce que dans le sac de Madame Juon, la victime. Rien n'a été touché. Donc le vol est écarté. Adjudant-chef Géniès, vous êtes directeur d'enquête sur cette affaire. Quand vous vous rendez sur la scène de crime, qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a aucun désordre dans la résidence. Il n'y a pas de trace de vol, aucun objet n'est volé. Il n'y a aucune trace de lutte. Madame Bissonnet ne semble pas s'être battue avec son agresseur. La porte d'entrée de ce hall, il n'y a aucune effraction. Le portail n'a pas d'effraction. Et on se pose la question si Madame Bissonnet n'a pas ouvert sa porte en toute quiétude, connaissant son agresseur. Quelle impression vous fait le mari, Jean-Michel Bissonnet? On le côtoie
vraiment le jour de la perquisition. Et là, on se rend compte qu'on a une personne qui nous présente deux personnalités. Il s'insurge lorsqu'il découvre que nous avons masqué les traces de sang de sa femme avec un couvre-lit, qui nous implore qu'il a une certaine valeur et qu'il y a quelques semaines, il l'avait emmené au nettoyage. Là, il est dans une colère folle. Ensuite, on découvre dans la cache du meuble, en rentrant un buffet, qu'il y a 18 000 €. Alors là, il est tout guilleré. Il passe de la crise de nerfs à l'euphorie. Il pleure à un moment donné, mais c'est toujours des larmes qui sont sèches. Il est vraiment bizarre. Très, très, très bizarre. Les gendarmes convoquent Jean-Michel Bissonnet dès le lendemain du crime pour une audition plus approfondie. Le mercredi 12 mars, en début d'après-midi, Jean-Michel Bissonnet arrive à la gendarmerie. Le premier choc est passé et il est visiblement pressé d'être entendu. Ce qui est frappant dès son arrivée, c'est qu'avant que M. Bissonnet soit assis sur sa chaise, il commence à me parler de suite d'un employé. Il le désigne comme son laveur de vitres, qui est monsieur Belkacem, où il m'indique de suite que ce monsieur lui a demandé de l'argent. Il dit voilà, je ne veux pas orienter l'enquête, mais on a eu une altercation l'après-midi parce qu'il souhaite acheter un véhicule et il voulait que je lui fasse une avance de 5 000 €. J'ai refusé, il est parti, mécontent. Face à lui, les deux enquêteurs sont un peu pris de court par ses soupçons inattendus sur le laveur de vitres. Quand la veille, Jean-Michel Bissonnet a raconté sa journée du 11 mars, il a bien parlé de cet employé, Méziane Belkacem. Mais pour leur dire qu'il s'agissait d'un homme en qui il avait totalement confiance. Le laveur de carreaux est bien venu travailler ce matin-là. Sa femme est partie comme d'habitude à son cours de gym. Et l'après-midi, il a reçu la visite d'un vieil ami avant de partir pour sa réunion du Rotary. Une journée banale. Je trouve ça très perturbant d'entrée parce qu'il ne nous en parle pas à la première audition. Or, c'est quand même essentiel de nous dire que dans cette journée du 11 mars, il y a eu une altercation avec M. Belkacem. Mieux vaut tard que jamais. Les gendarmes ont désormais une piste, celle du laveur de carreaux, Méziane Belkacem, jardinier intérimaire. Malheureusement, Jean-Michel Bissonnet a effacé son numéro de téléphone portable. Il faut plusieurs jours aux gendarmes pour retrouver sa trace et le convoquer. Le 20 mars au matin, Méziane Belkacem se présente donc à la gendarmerie. Donc là, il vient avec nous au bureau et puis moi, je me trouve juste derrière lui. Et là, je m'aperçois qu'en fait, il a un grand blouson sur lui en cuir, dont les manches dépassaient et on ne voyait pas ses doigts. Et on savait que sur les lieux, l'auteur s'était blessé. Dans le petit bureau, Méziane Belkacem garde son blouson pendant l'audition. Il gardait avec lui sa veste lors de l'audition, alors que bon, il faisait assez chaud et il l'a gardé quand même. Donc j'ai augmenté effectivement un peu le chauffage pour lui faire comprendre qu'au bout d'un moment, il fallait se mettre à l'aise et enlever sa veste, quoi. Et il a fait, et c'est à ce moment-là qu'il a mis ses mains sous ses aisselles et que j'ai vu qu'il était blessé. À la seule vue de sa blessure au pouce gauche, les gendarmes arrêtent l'audition et placent Belkacem en garde à vue. Je lui pose la question, mais vous êtes blessé ? Et il me répond, oui, effectivement, je me suis blessé. J'ai mis mon doigt dans une courroie d'alternateur d'une voiture qui était en panne et je me suis blessé. Bon, il n'en dit pas plus. On sentait que M. Belkacem était mal à l'aise. Il ne nous disait pas la vérité, quoi. Ce que l'on a fait, c'est qu'on l'a rassuré énormément par rapport à ses enfants, sa famille, et qu'il fallait effectivement qu'il évacue ce qu'il avait sur sa conscience. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a avoué qu'il avait tué Madame Bissonnet. Là, c'est la surprise, évidemment, générale, parce qu'on n'a pas affaire face à nous à un tueur. C'est vraiment un individu, mais lambda.
On se dit surtout, mais pourquoi? Il nous dit qu'en fait, c'est en sortant un jour de la propriété de monsieur et madame Bissonnet qu'il aurait rencontré deux individus. On est un petit peu dans le film Men in Black, où on nous décrit deux personnes habillées en noir, avec des lunettes noires, qui ont attendu monsieur Belkacem à la sortie du domicile un mois auparavant, et qui lui demandent de tuer madame. C'est farfelu, enfin bon, ça tient pas la route. On s'aperçoit très vite que ça tient pas la route. Et là, il nous dit effectivement, j'ai assassiné madame Bissonnet sur les recommandations du mari, monsieur Bissonnet. Alors, stupeur, parce que il nous désigne carrément le commanditaire. Ça change toute la suite de l'enquête. Moi, ayant eu monsieur Bissonnet à plusieurs reprises au téléphone, je me trouve un petit peu surpris. Je n'aurais jamais pensé ça. Méziane Belkacem leur explique que Jean-Michel Bissonnet lui a proposé 30 000 € pour le débarrasser de sa femme. On ne prend pas argent comptant tout de suite ce que nous dit Méziane Belkacem. On lui fait comprendre que ce qu'il est en train de nous dire, les faits sont beaucoup plus graves, car ce n'est plus un homicide volontaire, mais un assassinat. Pour lui, au point de vue de la peine, il risquait beaucoup plus, et qu'il n'avait aucun intérêt à dire quelque chose qui n'était pas vrai. Méziane Belkacem persiste. Il se lance alors dans un récit détaillé de l'assassinat. Ce soir du 11 mars, il a obéi, dit-il, au plan de son patron. Il était prévu qu'il arrive au domicile aux alentours des 20h, 20h30, qu'il devait d'abord rentrer à l'aide de la télécommande donnée par monsieur Bissonnet sans sonner, rentrer, récupérer l'arme qui se trouvait dans un garage, enroulée dans un chiffon. Le fusil caché sous sa parka, Méziane Belkacem s'est ensuite faufilé jusqu'au portail pour sonner. Il tombe sur madame Bissonnet et il lui dit, comme j'étais venu travailler l'après-midi, j'ai oublié mon portable chez vous. Madame Bissonnet ne se méfie pas, bien entendu, et ouvre le portail. Donc il rentre dans la propriété. À ce moment-là, madame Bissonnet, elle rentre aussi. Il monte à l'étage de l'habitation, il fait mine de chercher, et il redescend le même escalier où madame Bissonnet l'attendait en bas. Et arrivé pratiquement au bout de l'escalier, dans les dernières marches, c'est là qu'il nous dit sortir immédiatement son fusil et tirer le premier coup de fusil sur elle. Là, il nous dit qu'elle s'est protégée avec ses bras, se protégeant la tête, et qu'elle a crié au maman. Madame Bissonnet tombe au sol, il se met au-dessus du corps, procède au deuxième coup de feu. Il remontera à l'étage, toujours sur directive de monsieur Bissonnet, pour s'assurer, en allant à la fenêtre d'une des chambres, que aucun voisin, aucune lumière s'est allumée. Méziane Belkacem précise que c'est à ce moment-là qu'il a ressenti une douleur dans le pouce. Et il a réalisé qu'il s'était blessé en tirant. Quand il a sorti son arme donc pour tirer, comme il avait son doigt juste à côté de la sortie du canon, et en tirant le premier coup de feu, il y a un morceau de matière du pouce qui est parti. Il voit que des gouttes de sang sont par terre, et c'est son sang. Il nous dit avoir essuyé en partie les traces de sang qui se trouvaient au sol. Monsieur Bissonnet lui aurait demandé de renverser des objets pour faire croire à un cambriolage. Mais il ne l'a pas fait, car il était terrifié. Il a décidé de partir. Comme prévu, il a pris le 4x4 de madame Bissonnet pour le garer à l'endroit convenu, dans une rue un peu plus bas. Ensuite, il nous dit avoir laissé l'arme du crime, toujours sur directive de monsieur Bissonnet, devant le siège passager avant sur le Toyota RAV4, avoir repris son véhicule et être rentré dans une chambre qu'il avait dans un gîte d'hôte. Belkacem affirme qu'il a laissé l'arme bien en évidence sur le siège. Mais lors des constatations, les gendarmes ne l'ont pas retrouvée. C'est le seul point qui cloche dans son récit. Pour le reste, les aveux sont longs et précis. Monsieur Géniès, à ce stade-là de la garde à vue,
Quelle crédibilité accordez-vous à M. Belkacem? Très peu de crédibilité. On ne veut pas croire que M. Belkacem, nous désignant M. Bissonnet comme commanditaire, c'est crédible. Il nous sort ça brut de décoffrage, sans apporter des éléments auparavant. Donc, on apporte très peu de crédit à ce qu'il dit. Mais au cours de la garde à vue, Belkacem va apporter un élément qui va conforter sa version. Au bout de X heures de garde à vue, les enquêteurs commencent à prendre M. Belkacem en grippe. Jusqu'au moment où, dans une discussion banale, il y a mon collaborateur, le chef Gourceau, qui pose la question à Belkacem en lui disant « Mais vous n'avez pas eu peur du chien ?» Et là, spontanément, M. Belkacem dit « Je savais que le chien ne serait pas là, parce que M. Bissonnet m'avait dit qu'il le prendrait avec lui lors de sa réunion du Rotary Club. » Donc là, il y a un déclic. On se dit, comment M. Belkacem peut connaître ce détail, étant donné que ce détail n'est connu que de Bissonnet, de personne d'autre? Bon, alors on arrête la garde à vue, Belkacem discute avec ses 3 enquêteurs, et là, 5 minutes après, ils reviennent me voir au bureau et me disent, bon, ok, Belkacem, il dit la vérité, l'autre nous roule dans la farine. C'est là où on commence à avoir un doute sur la personnalité de Bissonnet et sur les déclarations de Bissonnet. Pour s'assurer de la crédibilité de Méziane Belkacem, les gendarmes contactent ses proches pour mieux savoir à qui ils ont affaire. Car Méziane Belkacem est inconnu des services de police. Il est né en Algérie, il a 49 ans, il est illettré et sans diplôme. Il est décrit par tous comme un brave type, un travailleur. Mais le laveur de carreaux a souvent du mal à boucler ses fins de mois. Il est dans une période très fragile parce qu'en séparation avec son épouse, il voit très rarement ses enfants. Donc je pense que c'est une mauvaise période que passe au moment des faits M. Belkacem. En ce début 2008, Méziane Belkacem multiplie les petits boulots. Saisonnier agricole, homme d'entretien, jardinier. Ces dernières années, il était aussi devenu le laveur de carreaux attitré des Bissonnets. Une aubaine. 400 mètres carrés de baies vitrées, c'est 3 jours de travail. Méziane Belkacem décrit son patron comme un homme bien. Dieu m'avait fait le cadeau de le mettre sur mon chemin, dit-il. Belkacem vénère M. Bissonnet, c'est-à-dire que il en parle comme quelqu'un qui a réussi dans la vie, de par la maison, de par son assise financière. Il me dit, j'ai un pied noir à Montpellier, un bien comme ça, il me donne du travail. Puis il l'admirait. Parce qu'il me dit, il faut voir comment il a réussi sa vie. Hein. Des bureaux, de l'argent, des comptes en banque. Belkacem raconte aux gendarmes que depuis plusieurs mois, son patron voulait se débarrasser d'une personne qui l'embêtait. Il proposait 30 000 € à celui qui l'aiderait. On va interroger son ex-femme donc, à son domicile sur Nîmes et elle nous déclare qu'effectivement elle se souvient très bien que un soir, quand Méziane était rentré à la maison après les travaux de la famille Bissonnet, il lui avait expliqué qu'il cherchait quelqu'un pour se débarrasser de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que 30 000 € c'est gigantesque, c'est 2 ans de travail, c'est plus qu'il n'a jamais possédé d'argent. Le matin du 11 mars, Bissonnet lui annonce que la personne qu'il veut éliminer, c'est sa femme. Et c'est pour ce soir. Une occasion difficile à refuser pour le jardinier qui tire le diable par la queue. Et son patron a l'air tellement malheureux. Ce qu'il nous dira dans sa déposition, c'est que monsieur Bissonnet lui fait mal au cœur par moment de l'entendre dire que sa femme le presse, qu'elle l'empêche de vivre. Donc il y avait M. Bissonnet à ce moment-là qui allait le voir et qui se plaignait toujours en disant ça va pas, ma femme j'en peux plus, voilà. Jean-Michel Bissonnet lui aurait dit que s'il divorçait, il perdrait tout, même sa maison. Il essayait aussi de le rassurer pour lui dire voilà, n'aie pas peur, personne ne pourra te retrouver. Et quand même on viendra t'accuser, je dirais que toi là-dedans tu n'y es pour rien. Plus la garde à vue avance, plus les gendarmes trouvent que l'histoire de Belkacem sonne juste. Le portrait que ses proches font de lui
confirme cette impression. Ils le décrivent comme une personne très serviable, gentille, pas très futée, mais de bonne volonté, toujours à rendre service. Voilà, il le décrit comme une personne comme ça. Par contre, on nous le décrit comme quelqu'un qu'on doit diriger. C'est-à-dire que s'il faut déplacer un outil particulier, il faut bien lui expliquer pourquoi le déplacer et où le déplacer. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre des initiatives. La simplicité, le côté frustre de Méziane Belkacem plaide pour lui. On comprend vite que M. Belkacem ne peut pas inventer ce qu'il vient de déposer devant nous. C'est impossible. Donc forcément, ça fait basculer le dossier. C'est-à-dire que on va s'intéresser vraiment maintenant à M. Bissonnet. Le 21 mars 2008, Jean-Michel Bissonnet est interpellé à 7h50, très exactement. Il est placé en garde à vue dans un bureau juste à côté de celui où Méziane Belkacem est interrogé. On explique à M. Bissonnet que s'il est en garde à vue et si on l'interroge de cette manière, c'est parce que une personne a reconnu être l'auteur de ce meurtre. Et là, bizarrement, au lieu de nous dire « mais c'est bien si vous avez l'auteur ou quoi », spontanément, là, il va nous dire « mais si vous avez un auteur, et si je suis en garde à vue, c'est qu'il m'accuse d'être le commanditaire. » Ce qui est quand même très, très spécial de penser qu'on peut être le commanditaire. Les gendarmes lui annoncent alors que celui qui a avoué et qui le désigne comme le commanditaire n'est autre que Méziane Belkacem, son laveur de carreaux. Et là, M. Bissonnet ne veut pas nous croire. Il nous dit « mais non, ce n'est pas M. Belkacem ». Et là, on est quasiment obligé de lui montrer le paragraphe où M. Belkacem a fait cette révélation pour lui dire « vous voyez, c'est bien écrit ». Bah là, disons qu'il fait celui loutré pour nous dire « mais ce n'est pas possible ». Il nie tout en bloc. Et lorsque mes collègues vont rentrer dans le détail des questions qui là vont l'embêter, eh bien il va dire « je ne sais pas ». Belkacem l'accuse ? Bissonnet ne comprend pas. Quant à raconter sa vie de couple à son employé, pour qui le prend-on ? Mais là, Monsieur Bissonnet nous dit « est-ce que vous pensez que moi je vais faire des confidences à un jardinier ?» Pour Monsieur Bissonnet, sa relation avec son épouse est formidable. Ils s'entendent à merveille. Ils font des voyages parce qu'ils sont éperdument amoureux l'un de l'autre. Amoureux. Justement, les enquêteurs ont placé la maison des Bissonnet sur écoute le lendemain du crime. Et voilà ce qu'ils interceptent lors d'un coup de fil à sa cousine. « Allô, Jean-Michel ? Oui, c'est Jacotte. » Il avait eu une conversation expliquant que son épouse était une emmerdeuse. Bernadette, elle est inoubliable. Elle m'a tellement emmerdé qu'elle est inoubliable. Depuis le début, vous nous racontez une histoire idyllique avec votre épouse, mais là, bon, c'était un petit peu gros, quoi, et M. Bissonnet retombe vite sur ses pieds en nous disant « mais non, son épouse n'était pas une emmerdeuse, je disais ça parce que c'est dans la vie de tous les jours, comme quoi elle voulait, mais je l'aimais comme ça, quoi. » La garde à vue se prolonge. Le 22 mars, les enquêteurs organisent une confrontation entre Jean-Michel Bissonnet et Méziane Belkacem. On est plusieurs enquêteurs dans la salle. Et là, on a tous eu même le même ressenti, c'est que M. Belkacem continuait à donner les mêmes réponses, était droit dans ses baskets, ne tremblait pas dans ce qu'il disait. Et on avait par contre, à côté, M. Bissonnet qui avait vraiment chaud, qui était gêné, qui dit que M. Belkacem est un menteur. C'est à ce moment-là qu'on a senti toute l'admiration qu'avait pu avoir Belkacem s'effondrer en fait vis-à-vis de M. Bissonnet parce qu'il a vu qu'il avait été complètement lâché. Il ne le soutenait plus. Il nous dit c'est un pourri. Il m'avait dit qu'il me protégerait et en fait il me balance. Enfin, il me défend pas, quoi. La garde à vue touche à sa fin. Les gendarmes sont maintenant persuadés de la culpabilité de Jean-Michel Bissonnet. Je pense que ça fait un moment qu'il sait comment cette garde à vue va se terminer.
Il le voit venir. C'est pour ça qu'il essaye de me convaincre une dernière fois en me disant « Mais monsieur Recouli, vous savez que je suis innocent ». Je lui dis « Monsieur Bissonnet, vous savez pertinemment que je pense le contraire ». À l'issue de leur garde à vue, les deux hommes sont présentés au juge d'instruction. Méziane Belkacem est mis en examen pour assassinat, Jean-Michel Bissonnet pour complicité d'assassinat. Tous les deux sont écroués. La nouvelle de l'incarcération de Jean-Michel Bissonnet fait le tour de Montpellier. Dans l'entourage des Bissonnet, c'est l'incrédulité. Jean-Michel, tuer sa Bernadette, impossible. Les plus abasourdis, ce sont Marc et Florent, les fils du couple Bissonnet. On trouve peu de couples qui, encore après 30 ans de mariage, restent collés l'un à l'autre toutes les soirées, tous les déjeuners, tous les dîners. Voilà, c'était plus que ça, ils étaient démonstratifs. Et papa s'est attelé pendant 30 ans à réaliser les projets de maman. Mais avec une envie folle, et c'est parce qu'il voulait lui faire plaisir, il était amoureux d'elle, maman était amoureuse de lui. Les deux frères contactent alors l'avocat Jean-Marc Darrigade. Les charges à ce moment-là réunies sont d'une légèreté déconcertante. J'ai la conviction que cet homme, en tous les cas, il est incarcéré à tort. Voilà. Et il y a les simples déclarations d'un laveur de carreaux jardinier à 16 heures qui sont déclarées ipso facto cohérentes. Alors même que dès cet instant-là, elles ne le sont pas du tout cohérentes. Et ça me paraît, si vous voulez, d'ores et déjà complètement ahurissant. Voilà. Quant au coup de téléphone au cours duquel Jean-Michel Bissonnet a traité sa femme d'emmerdeuse, c'est une conversation tronquée, selon l'avocat. Dans cette conversation, quelques phrases au-dessus, il dit à la même Jacotte, mais on avait préparé la maison, j'avais taillé les arbres, tout était organisé pour la venue des petits-enfants, et maintenant je suis comme un con. Les gendarmes vont se jeter sur cette conversation, la sortir de son contexte, ce qualificatif d'emmerdeuse livré quelques jours après le crime est forcément la signature de quelqu'un qui voulait tuer sa femme. Spontanément, les proches de Jean-Michel Bissonnet se soudent autour de leur vieil ami. Je suis allé voir Jean-Michel dans sa prison. Il était sans dessus dessous. C'était quelqu'un qui était désespéré, qui hurlait son innocence, et quelqu'un qui était au bord du suicide. Donc c'est là qu'on a essayé de structurer un comité de soutien qui sache au moins que dehors il y a des gens qui pensaient qu'il fallait faire la vérité. Et très rapidement, il y a eu plusieurs centaines de personnes. Le 4 avril 2008, les fils Bissonnet et une vingtaine de membres du comité de soutien s'installent dans les couloirs du palais de justice de Montpellier. La délégation a du mal à rester calme. Paul, essaie de faire pas de bruit s'il vous plaît. On va se faire foutre dehors. L'avocat de Jean-Michel Bissonnet a fait une demande de mise en liberté. On essaye d'obtenir une liberté provisoire tout de suite parce qu'effectivement, moi, je considérais d'entrée que le fait de le placer en prison, c'est faire peser sur lui une présomption de culpabilité dans l'opinion publique, dans l'opinion des juges. La demande de mise en liberté est examinée en audience publique. Baisse tes mains. T'es innocent, papa. On peut lui faire une bise juste. Allez, papa. Allez, j'entends. C'est pas normal, on est victime, mon père est victime, il quitte que nous, et aujourd'hui on doit se battre pour le libérer après que vous avez volé notre mère. C'est la folie quoi. C'est pas possible, il sorte pas. Le juge doit rendre sa décision 8 jours plus tard. En attendant, les amis, la famille, les collègues prennent leurs plumes. Madame la juge d'instruction, très touchée par l'horreur qui détruit la vie de mon ami, je souhaiterais porter à votre connaissance la douceur qui régnait, à mes yeux, dans le couple de Bernadette et Jean-Michel. Les lettres se succèdent, mais n'infléchissent pas le juge. La demande de mise en liberté est rejetée.
Florent Bissonnet, vous êtes le fils de Jean-Michel Bissonnet et dès le départ, vous ne comprenez pas cette mise en examen. Non, d'autant qu'il a été incarcéré 10 jours après le décès de maman. Et pour nous, ça a été un choc parce qu'on s'attendait à tout sauf à ça. Et on n'a pas compris. Et les justifications qui nous ont été données ne nous ont pas convaincus. Quand on ne connaît pas grand-chose à la justice, on se dit qu'il doit y avoir des preuves ou des éléments concrets. Et là, les seules choses qu'il y avait, c'était les accusations qui nous semblaient à l'époque farfelues de Méziane Belkacem. Et puis c'est tout. Et c'est dans la nature de votre père de faire appel à un jardinier, s'il avait eu quelque chose à faire comme ça, à tuer sa femme ? Le problème, c'est que on s'est même pas posé cette question-là. On s'est juste dit que mon père n'avait pas envie de faire tuer ma mère. C'est tout. C'était la base. On avait connu nos parents pendant des années et tout allait bien. Pour les gendarmes, Jean-Michel Bissonnet est bien le commanditaire. Mais il manque de preuves et d'un mobile. Pourquoi cet homme aurait-il fait tuer sa femme ? C'est donc sa vie et celle du couple que les gendarmes épluchent maintenant. Un joli parcours, Jean-Michel Bissonnet. Il est né en 1947 à Oran, en Algérie, dans une famille modeste. À 21 ans, il rencontre une jolie pharmacienne, Bernadette. Il l'épouse en 1978. Avec son soutien, il se lance dans l'immobilier, c'est le jackpot. Il fait fortune. 20 ans plus tard, il revend tout pour profiter de la vie avec Bernadette. Les problèmes de couple invoqués par Méziane Belkacem ne résistent pas aux premiers examens. On s'aperçoit assez rapidement que l'un et l'autre n'ont pas d'amant, n'ont pas une double vie, qu'ils s'aiment. Pas de relation extra-conjugale passée ou présente, donc rien qui pouvait nous laisser sentir qu'effectivement il y avait vraiment un problème dans le couple. Tout va bien. Pourtant, lors des auditions, l'attitude de veuf éplorée de Jean-Michel Bissonnet sonne faux. Des pleurs sans larmes, tout un jeu comme ça, mais qui lui permet de calculer toujours où on va. Et lorsqu'il a la bonne solution, hop, les pleurs s'arrêtent et immédiatement, il lève la tête pour répondre à la question. Une impression de simulation que la psychologue Roselyne Tessier confirme après avoir rencontré Jean-Michel Bissonnet en prison. C'est quelqu'un qui passe du rire aux larmes, c'est quelqu'un de façon très abrupte, qui passe des gémissements à la jubilation, qui passe d'un sujet à un autre. Je suis là, enfermée, accablée, dénoncée, accusée. J'ai perdu ma femme. Il pleure beaucoup sur lui. Alors les gendarmes ne lâchent pas la piste Bissonnet. Si le mobile n'est pas conjugal, il est peut-être financier. Le mari a-t-il un intérêt à la mort de sa femme ? Madame Bissonnet est riche de par sa famille et de par son travail. Monsieur Bissonnet, avec son sens des affaires, donc il a également sa propre fortune et ils ont ensemble une fortune commune, puisqu'ils sont sous le régime de séparation de biens. Donc vraiment pas de mobile financier, si ce n'est cette maison qu'il aime par-dessus tout. D'ailleurs, il le dit très clairement, sa maison, c'est son paradis. S'il divorce de sa femme, eh bien, il va y avoir là une bataille pour savoir qui va récupérer la maison. Donc, le divorce, ça peut pas être possible. Donc, éventuellement, la supprimer. La maison comme mobile. Encore faut-il qu'il y ait du divorce dans l'air. Les enquêteurs tournent en rond. Maître Martial, vous êtes l'un des avocats de Jean-Michel Bissonnet dans cette affaire. Les gendarmes n'arrivent pas à trouver de mobile, pourtant ils sont sûrs de sa culpabilité. Pourquoi ? Ils n'ont jamais hésité. Ils ont décidé d'entrer que Jean-Michel Bissonnet était sans aucun doute le responsable de la mort de Bernadette. Ils le décident parce que Jean-Michel Bissonnet a une personnalité très forte,
envahissante, d'entrée il déplaît. C'est le gros bourgeois. Ne jamais oublier que Jean-Michel Bissonnet est un homme riche. Et que cet homme riche se comportant de la sorte, certains diront qu'il pleure sans larmes. On en fait le coupable idéal et on le désigne comme tel. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier contre lui? À l'instant où il est mis en examen, Jean-Michel Bissonnet a contre lui les déclarations accusatoires de celui qu'on présente comme étant son jardinier, M. Belkacem. À cet instant-là, il n'y a rien. La maison pourrait-elle constituer un mobile? Tous les amis du couple sont d'accord pour dire que ce sont des gens qui peuvent être, dans leur fonctionnement, montrés en exemple comme étant une véritable réussite. Mais jamais ils n'ont parlé de divorce. Alors on dit la maison. Parce que s'il divorce, il ne pourra pas conserver cette maison qui est la maison de ses rêves. Ils ont une fortune telle que même en partageant jusqu'au bout du dernier morceau de drap, chacun aura une part suffisamment importante pour lui permettre non seulement de conserver la maison si tel était son souhait, mais de vivre jusqu'à la fin de ses jours et peut-être de recommencer une autre vie si l'histoire voulait qu'il en soit ainsi et qu'il soit possible. Il faut arrêter. Quel est l'intérêt de Belkacem de dénoncer votre client? Pour Belkacem, répondant aux questionnements des enquêteurs et aux suggestions de l'enquêteur, va immédiatement sentir le profit qu'il peut tirer de cette position du plus faible écrasé par le plus fort. Et c'est ce qu'il va faire jusqu'au bout. Les gendarmes savent qu'il leur manque un élément essentiel. La fameuse arme que Belkacem aurait laissée dans la voiture. On ne l'a jamais retrouvée. Quelqu'un l'aurait-il récupérée? Ils passent et repassent en revue l'emploi du temps du 11 mars. Ils se souviennent que Jean-Michel Bissonnet a eu une visite ce jour-là. Celle d'un vieil ami, un certain Amaury d'Harcourt. Monsieur Amaury d'Harcourt, donc c'est Monsieur Bissonnet qui nous en parle. Il nous en parle de suite comme étant, je cite, son père spirituel. Ils se connaissent depuis 41 ans. On sent vraiment là une amitié très forte entre les deux, peut-être même limite une filiation. Le jour du meurtre, Amaury d'Harcourt était justement de passage à Montpellier pour voir son ami Bissonnet. Ils sont allés ensemble acheter une veste polaire pour le vicomte. Vers 19h, pendant que Jean-Michel Bissonnet partait au Rotary Club, d'Harcourt est rentré dormir chez un ami à Saint-Clément-les-Rivières. Interrogé, il raconte aux gendarmes une anecdote qui les intrigue. Lorsqu'il rentre à Saint-Clément-de-Rivières, il se rend compte qu'il a oublié sa polaire et sur les coups des 21h, 21h15, il repart chez Madame Bissonnet pour récupérer sa polaire. Lorsqu'il arrive, eh bien, il nous dit qu'il ne voit pas de lumière, qu'il a sonné à plusieurs reprises, 3 fois, et que personne n'a répondu. Donc il repart, il n'a rien vu et il n'a rien entendu. d'Harcourt se serait donc trouvé à la porte des Bissonnet pile à l'heure du crime. Une sacrée coïncidence. Lors des réunions avec l'ensemble des enquêteurs, un des enquêteurs dit pour rire, tiens, est-ce que ce serait pas Monsieur Amaury d'Harcourt? Donc tout le monde rigole, y compris moi. Car Amaury d'Harcourt est un homme atypique, un vicomte, un vrai. Alors Dominique, qui est ce fameux vicomte d'Harcourt? C'est un magnifique personnage de roman, Frédéric. Un aristocrate pur, rien à voir avec la noblesse d'Empire, la noblesse tardive. Les d'Harcourt, c'est une des plus vieilles familles de la noblesse française, descendant d'un chef viking qui est venu conquérir la Normandie, Bernard le Danois, et qui a donné la lignée des d'Harcourt qui sont partis guerroyer aux côtés de Guillaume le Conquérant. Voilà d'où vient Amaury d'Harcourt. Alors son enfance, c'est un peu l'enfance d'un prince. Dans la famille, on chasse à court. Alors on vit tantôt au château de Saint-Eusoge, tantôt dans le grand appartement parisien de la rue Saint-Dominique, dans le quartier des Ministères. On se vouvoie dans la famille. On est des catholiques fervents. À 19 ans, en 1944, il part dans la Résistance. Un an plus tard, il va s'engager dans le bataillon de choc
de Lattre de Tassigny. En 1945, il est blessé en Alsace, gravement, par un éclat d'obus. Il est démobilisé en 1947. Et là, c'est l'aventure africaine qui commence. Et là-bas, il va tutoyer la mort. Il va attraper un mal mystérieux. Il reçoit l'extrême onction d'un prêtre. Et c'est un chaman africain qui lui sauve la vie en lui administrant une potion mystérieuse. Ensuite, de là, il part en Algérie où il monte une société de production de musique. Et puis, il quitte l'Algérie parce qu'il est forcé, comme d'autres, et il va revenir en France. Il se mariera 3 fois. Il aime les femmes, pas seulement celles qu'il épouse. C'est un peu son problème aussi. C'est un homme qui séduit, qui aime plaire. Il aura un enfant, une seule fille, Diane, avec sa première épouse. Et le fil rouge de la vie d'Amaury d'Harcourt, Frédéric, c'est la chasse. Il chasse en Afrique, il chasse en France, il organise des chasses somptueuses à Sainte-Eusoge, sur le domaine de Sainte-Eusoge. Il reçoit des personnalités. Valéry Giscard d'Estaing a chassé là-bas. C'est comme ça, sans doute, qu'il est devenu, Amaury d'Harcourt, conseiller des chasses présidentielles. Il a tout fait dans sa vie. Et celui qui parle de lui le mieux, c'est son neveu, le marquis Jean d'Harcourt. Il dit aux policiers, « Mon oncle, il plane ». Un aristocrate fantasque de 83 ans, mêlé à une histoire de meurtre, c'est ridicule. Et pourtant... Et puis finalement, chemin faisant, nous nous sommes dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce qu'à la place de Monsieur Bissonnet, eh bien, la seule personne en qui je ferai confiance, eh bien, c'est mon meilleur ami. Un détail fait tiquer les gendarmes. Les horaires du vicomte. La nuit du crime, il a mis 1 heure pour aller rechercher sa veste polaire, oubliée chez les Bissonnets. Nous avons chronométré Castelnau-Saint-Clément. Et même avec tous les feux, on met 1 demi-heure, grand maximum. Donc il aurait eu le temps de prendre l'arme suite au meurtre de Madame Bissonnet et de la faire disparaître, de la jeter. Les terres du vicomte se trouvent à 800 km de Montpellier, dans l'Yonne, au château de Sainte-Eusoge, près de Blénaud. Les gendarmes rendent plusieurs visites au vicomte, histoire de le déstabiliser. Pour lui en rajouter une petite pression, on va à Blénaud et cette fois-ci, on ne va pas l'interroger. On va interroger tout le monde, sauf lui. Et puis on va repartir. Et dans les écoutes, on sent manifestement que ça le dérange. Plus les jours passent, plus on a affaire à un monsieur d'Harcourt qui est de plus en plus gêné dans sa vie au quotidien. On va sentir à travers les écoutes qu'il ne dort pas, qu'il est stressé, qu'il ne va pas bien. C'est un homme qui est croyant. En plus, et on sent manifestement que c'est quelque chose qui le dérange. Le lundi 5 mai 2008, les gendarmes décident qu'ils ont assez attendu. Ils se présentent à l'entrée du château de Sainte-Eusoge pour interpeller le vicomte. On a senti vraiment quelqu'un qui attendait enfin que l'on vienne. Lorsque on le met en garde à vue, c'est comme pour cueillir un fruit mûr finalement. Voilà, c'est notre seule chance finalement d'avoir la vérité sur cette affaire. À la gendarmerie de Blénaud, Amaury d'Harcourt est interrogé toute la matinée. C'est un collègue masculin qui l'entend. Le dialogue passe très bien, mais il reste quand même sur ses positions, sur le fait qu'il n'a rien à voir dans cette histoire et qu'il pense toujours que M. Bissonnet est innocent. M. d'Harcourt est un homme à femme. Donc on se pose la question, pourquoi pas, une collègue étant présente à ce moment-là, laissez la collègue avec lui. Et moi j'arrive, je suis gentille, je suis la gentille de l'équipe. Je lui dis voilà, je joue carte sur table avec vous. Vous êtes une personne d'honneur, faites partie de la noblesse. Moi je suis officier et j'ai aussi un code de l'honneur. Donc je vais vous dire, moi, comment ça s'est passé. Et là il me regarde et il devient blanc. Et il nous dit, ok. C'est M. Bissonnet qui a commandité le meurtre de sa femme. Donc là, je suis un peu surprise. Le vicomte savait. Du coup, le voilà lui aussi mouillé dans l'affaire. Et Amaury a admis que Jean-Michel lui avait confié, depuis très longtemps, le souhait d'éliminer Bernadette
pour différentes raisons, et notamment le fait qu'elle n'était jamais satisfaite de rien, que la vie était difficile, que tout allait mal. Depuis 3-4 ans, il dit comme ça, en l'air, je vais la tuer. Ça restait pour Amaury d'Harcourt quelque chose qui était effectivement tout à fait fantasque et invraisemblable. Jusqu'au fameux jour du 11 mars où il lui demande de venir et que son rôle sera juste de faire disparaître l'arme dans la petite rivière qui est juste à côté. Ce soir-là, le vicomte est donc bien repassé chez les Bissonnets. Non pas pour rechercher sa polaire, mais pour récupérer l'arme que Belkacem avait laissée dans la voiture. Il dira qu'en fait, il devait récupérer l'arme dans un étui de raquettes de tennis et qu'il devait ensuite aller la jeter à l'endroit où M. Bissonnet lui avait dit de la jeter. Il nous fait un croquis où il décrit exactement le lieu où il l'a jetée. Dans la foulée, nous envoyons une équipe de plongeurs et l'arme est retrouvée à l'exact même endroit. Le vicomte Amaury d'Harcourt est mis en examen pour complicité d'assassinat, mais il reste libre sous contrôle judiciaire. Dominique, cette arme, elle nous révèle quoi ? Cette arme, Frédéric, c'est une arme qui est très courante. On en trouve beaucoup. C'est un fusil de chasse classique, calibre 16, avec des canons juxtaposés, c'est-à-dire 2 canons l'un à côté de l'autre. Celui-ci il a une particularité, c'est qu'il a été scié. On a scié la crosse et on a scié le canon. Ça en fait une arme très très courte, maniable, facile à dissimuler sous un vêtement. Le problème, c'est que c'est dangereux parce qu'un canon scié, quand on le tient comme ça, et on risque de se blesser, de s'arracher le pouce en tirant. Quand on retrouve cette arme, quand on la repêche dans la rivière, dans le canon, eh bien, il y a encore une cartouche. Une cartouche dans un seul des 2 canons, une cartouche percutée, une cartouche de chasse. Et on sait que Madame Bissonnet a été tuée avec du plomb de chasse. À qui elle appartient cette arme ? À Bissonnet ou à d'Harcourt ? Ni à l'un, ni à l'autre, si on écoute leurs déclarations. Les gendarmes vont essayer de remonter l'historique de l'arme, le fabricant espagnol, mais la société a fermé, vérifier les numéros de référence, toutes les armes ont un numéro de référence, mais il a été limé et ça ne parlera pas. Est-ce que c'est l'arme du crime en fait ? Ça correspond. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver un ADN sur cette arme. Et que quand le labo va appeler les gendarmes et leur dire on a un ADN, eux vont espérer pouvoir remonter au propriétaire. Malheureusement pour eux, c'est l'ADN de Méziane Belkacem, qui est le tireur et qui dit lui-même « je suis le tireur ». Donc, ça permet de savoir, cet ADN, que Belkacem a bien utilisé cette arme. Ça permet de savoir, la découverte de cette arme, que le vicomte d'Harcourt ne ment pas. Quand il dit « je l'ai jetée à cet endroit-là », on la retrouve à l'endroit indiqué. En revanche, ça ne donne aucune indication sur le commanditaire. La juge d'instruction a le sentiment que le vicomte n'a pas tout dit. Elle charge une enquêtrice de personnalité de le rencontrer dans son fief pour tenter de mieux le cerner. Quand on arrive à Saint-Eusoge, c'est assez impressionnant dans la mesure où on rentre dans la propriété, où il y a une grande allée cavalière, on aperçoit le château qui est assez massif, qui se dévoile au dernier moment, et lui, il réside dans une maison tout à fait modeste. Ce 16 juillet 2008, l'enquêtrice de personnalité s'installe à la table de l'aristocrate. C'est quelqu'un qui a une foi chevillée au corps, qui a plus de 80 ans, qui s'approche quand même de l'issue fatale. Donc à un moment donné, il se pose le problème d'être en paix avec sa conscience. Peu à peu, l'enquêtrice établit un climat de confiance avec le vieil aristocrate. Amaury d'Harcourt lui paraît très fatigué. Psychologiquement, il est à bout de ses forces. Il ne peut plus garder quelque chose à l'intérieur qui, je pense, non seulement l'empêche de dormir, mais l'étouffe. Donc c'est à ce moment-là qu'il va me dire à vous, je vais vous dire la vérité. Pour la première fois, d'Harcourt reconnaît qu'il a pleinement participé aux préparatifs du crime. C'était entre 16h et 19h, le mardi 11 mars. Et au cours de ces 3 heures, il y aura d'abord
un déplacement hors de la propriété pour aller chercher une veste. Déplacement au cours duquel Jean-Michel va confier à Amaury avoir trouvé l'individu adéquat pour commettre l'assassinat. On revient à la maison. Amaury se voit présenter M. Belkacem. Les trois hommes ont alors profité de l'absence de Bernadette pour jouer dans le garage une sorte de répétition de l'assassinat. Pendant un quart d'heure, Jean-Michel a tenu le rôle de Bernadette et Darcourt, celui du professeur de tir. Des consignes seront données aux jardiniers sur la manière d'opérer, la façon de manipuler l'arme, l'emplacement sur le corps qu'il faut viser pour malheureusement donner la mort à Bernadette. Il n'a pas la conscience et la mesure de ce qu'il fait. Et que ça reste pour lui probablement de quelque chose de trop éloigné et de trop irrationnel pour qu'il ait le sentiment d'avoir une culpabilité criminelle. Il n'arrête pas de se demander mais comment j'ai pu faire ça et surtout comment j'ai pu ne pas arrêter cela. Quelques jours plus tard, Darcourt fait même de nouvelles révélations à la juge d'instruction. Il raconte qu'il a croisé Belkacem devant le portail, juste après le crime. Quand il voit Belkacem pour la remise de l'arme, il demande juste à Belkacem comment ça s'est passé, et Belkacem lui dit pas bien. On est très perplexe, on est même assez en colère parce que j'apprends qu'Amaury Darcourt a une version bien plus compliquée qu'il n'y paraît et qu'en fait il a un rôle beaucoup plus important que celui qui lui était accordé jusqu'à présent. Les déclarations du vicomte Darcourt changent la donne. Il s'implique bien sûr, mais son témoignage est d'abord à charge contre Bissonnet. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, ça a été un virage phénoménal de ce dossier, puisque deux hommes désormais l'accusaient. Le premier accusateur, s'il était un subordonné de Jean-Michel Bissonnet à la crédibilité incertaine, le second était l'ami d'enfance, son aîné, son substitut de père, ce qui faisait quand même de lui un accusateur redoutable. Florent Bissonnet, alors comment vous avez réagi quand vous avez appris que le vicomte accusait votre père? Nous, on a vu ça à travers les relations que pouvait avoir M. Darcourt avec ma mère. Ma mère n'appréciait pas forcément M. Darcourt. Les valeurs qu'avait M. Darcourt n'étaient pas celles de mes parents, forcément. Elle le traitait un peu de pique-assiette. Et donc, quand il accuse votre père? On ne comprend pas. On est tombé des nues, complètement. Et puis en même temps, on a trouvé ça du fait qu'il ait participé à ce crime. On a trouvé cette attitude logique finalement. C'était une attitude de défense, tout simplement. Mon père était accusé depuis 2 mois par Méziane Belkacem. Apparemment, la justice a accepté cette thèse-là. Et c'était facile finalement de tirer une nouvelle fois sur l'ambulance, quoi. Et donc, est-ce que vous allez jusqu'à soupçonner qu'il soit l'instigateur? D'abord, Méziane Belkacem a caché son existence pendant plus d'1 mois et demi. Et on a trouvé ça quand même curieux. Voilà, ça nous a tout de suite questionné. On s'est dit, mais pourquoi il n'en a pas parlé avant? Et du coup, ça nous a également conforté dans la thèse que M. Belkacem mentait, puisqu'il avait caché quand même un des complices, et que c'était quand même un élément important. Quel intérêt Amaury Darcourt aurait-il eu à faire assassiner votre mère? Maman représentait un obstacle, on va dire, dans la relation entre mon père et M. Darcourt. Ça, c'est évident. Je pense que M. Darcourt aurait aimé venir voir mon père plus souvent. Il se retrouve à 85 ans avec moins d'amis qu'avant, moins d'argent également. On a appris après dans l'instruction que mon père avait fait un prêt d'argent à M. Darcourt, qu'il en avait apparemment sollicité un second, que ma mère s'y était opposée, et on parle de sommes assez importantes. Donc, une première fois c'était 15 000 €, une seconde fois 30 000 € que M. Darcourt avait sollicité. Le mobile de l'argent peut être un mobile. Maître Martial, vous appuyez sur un élément balistique pour étayer votre hypothèse. Ce serait le vicomte qui serait le véritable commanditaire. Nous, notre théorie, c'est que la balistique vient conforter l'idée
que sans doute y a-t-il eu plus de 2 coups de feu. Il y aurait un 3e coup de feu. Nous allons consulter un des experts en balistique les mieux cotés en France. Cet expert nous dit il y a un problème. Il y a trop de bourre de cartouches, il y a trop d'impact, il y a trop de poids et incontestablement, il y a sans doute 3 coups de feu qui ont été tirés. Quel est le scénario qu'avance la défense? Ou Darcourt ou Belkacem sonnent, Madame Bissonnet ouvre et les 2 hommes rentrent et Belkacem doit tuer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça se passe mal, tout simplement parce qu'il s'arrache une partie de la main, le pouce, qu'il y a son sang partout. Darcourt voit ça. Il faut que personne ne puisse se douter un seul instant. Il va donc, lui, donner le coup de grâce. Ils vont s'en aller. Ils vont laisser le RAV4 un peu plus loin. Il dit à Belkacem, tu disparais, ne reviens pas. Et le tour, entre guillemets, est joué. Darcourt et Belkacem ont-ils des liens entre eux, ont-ils des contacts entre eux? Alors, si on croit la préparation de Jean-Michel Bissonnet, ça prend, nous a-t-on dit, Darcourt et Belkacem réunis, les enquêteurs réunis, ça prend un quart d'heure. Eh bien, nous avons démontré que Belkacem et Darcourt avaient plus d'1 heure pour bâtir un projet. Personne n'est allé vérifier si vraiment Darcourt et Belkacem, à la sortie de la propriété Bissonnet, n'ont pas été dans un endroit, dans leur voiture, à l'endroit que Darcourt aurait choisi, ou choisi par Belkacem, pour dire « il y en a marre de cette femme, hein. Elle nous empêche d'avoir l'accès direct à Jean-Michel Bissonnet et à tout ce qu'il est susceptible de nous permettre de faire ensemble. » Ça voudrait dire que le même jour, Darcourt et Belkacem seraient convenus d'assassiner le soir même Madame Bissonnet. À mon avis, c'est incontestable. C'est pour ça qu'ils ne dénoncent pas le vicomte. Mais c'est tellement évident. Belkacem, s'il est la vérité incarnée, pourquoi il ne parle pas de Darcourt? Pourquoi, soulageant sa conscience, il ne va pas jusqu'au bout? Parce qu'il garde son porte-monnaie dehors. Il a son porte-monnaie bien au chaud. Le vicomte commanditaire. Les gendarmes étudient aussi cette hypothèse, celle d'un complot entre Darcourt et Belkacem. Mais très vite, ils écartent cette piste. On se rend compte qu'il n'y a aucun contact, aucune relation entre Amaury Darcourt et Belkacem. Or, pour pouvoir échafauder un tel meurtre, il faut quand même pouvoir se rencontrer. L'un habite à Blénaud, donc dans le 89 dans l'Yonne, l'autre habite dans le 34. Donc il faut forcément qu'ils s'appellent, ou il faut forcément qu'ils se voient. Méziane Belkacem a caché la présence du vicomte, alors que c'est le vicomte qui lui aurait montré où et comment tirer sur Bernadette. Il explique aux gendarmes pourquoi il a menti. Il a peur de parler de cet individu, le croyant espion. Jean-Michel Bissonnet a expliqué à Méziane Belkacem que cet ami, son plus vieil ami qui allait venir, sans le désigner nommément, avait fait partie des services secrets, qu'il connaissait des gens très importants, qu'il était spécialiste en armes, un peu une espèce de fantasme comme ça, de James Bond vieillissant et intriguant. Plus l'enquête avance, plus les gendarmes sont persuadés que c'est Bissonnet qui a tiré les ficelles. Et d'ailleurs, Amaury Darcourt insiste. S'il s'est occupé de l'arme, ce n'est sûrement pas pour de l'argent. Non, lui, c'est son ami, lui demande un service. Je te demande un service, fais-le pour moi. Le ressort, il est là. C'est un ressort psychologique et affectif. Il n'y a pas de mobile. Il y a simplement qu'à un moment donné, Jean-Michel Bissonnet va lui demander d'intervenir. Amaury Darcourt, il a 82 ans. Il n'a plus beaucoup d'amis vivants. Il n'a plus beaucoup d'amis qui ont connu ce qu'avait été sa vie et ses passions. Mais il a Jean-Michel, qui a été pour lui comme un fils, qui est toujours présent. Et est-ce que ça n'est pas précisément parce que c'est Jean-Michel qui lui demande d'intervenir qu'il le fait? Quant à Belkacem, il prétend lui aussi qu'il n'a pas agi uniquement par appât du gain. S'il avait voulu de l'argent, il était chez M. Bissonnet, Madame Bissonnet est morte,
Pourquoi ne pas avoir pris les quelques centaines d'euros dans le sac de Madame Bissonnet? Non, il ne touche à rien. Jean-Michel Bissonnet avait joué pour les ressorts psychologiques dans leur relation sur le fait que lui aussi était né, comme on dit ici, du bon côté de la Méditerranée. C'est-à-dire que lui aussi était né en Algérie, qui venait de la même terre, qu'ils avaient aussi chacun à leur façon été broyés par la guerre, que les choses avaient été difficiles. La réussite de Bissonnet, tout ce que Belkacem n'a jamais eu. Lui, le fils de Harki, laissé à 3 ans en Algérie par son père, rapatrié en France. Il est un peu un enfant de la honte, c'est-à-dire qu'il n'ira jamais à l'école, il va rester chez des grands-parents qui l'affectionneront pas particulièrement et qui ne le nourriront que parce qu'il n'a une seule légitimité, c'est les servir. Le gamin grandissait chez le grand-père, garder les moutons, aller faire boire les animaux, aller piocher, aller ramasser les figues, aller ramasser les olives. C'est-à-dire que c'était l'homme à tout faire. Donc Méziane Belkacem a grandi en pensant que sa seule justification à être sur Terre, c'était obéir et servir les autres parce que c'était la seule raison pour laquelle on le tolérait. Donc il est la figure absolue du soumis. Et avec cet homme habitué à servir, à ne compter pour personne, Jean-Michel Bissonnet a toujours su être gentil. Quand il arrive à plusieurs reprises, il lui sert un café. Il lui dit « Méziane, tu veux un café ?» Il lui sert un café, ils sont dans la cuisine tous les deux, dans un grand moment d'intimité comme ça avec quelqu'un qui va s'asseoir à la même table que lui servir un café et le partager avec lui. Et pour Méziane Belkacem, c'est un moment absolu d'émerveillement. C'est-à-dire, il me parle. On est pareil, en fait. Belkacem a un raisonnement d'un enfant de 8 ans. Donc, comme tout enfant, c'est basé sur l'amour et la confiance. Voilà. Les gendarmes soupçonnent Bissonnet d'avoir joué un jeu bien cruel avec son laveur de carreaux. Il va effectivement dire à Méziane Belkacem que comme lui, pour créer encore une fois une forme d'identification, son épouse, en gros, le délaisse. Ça fait évidemment écho à sa propre souffrance, ce qui va lui permettre de le manipuler encore mieux. Lorsque M. Bissonnet lui demande de l'aide, parce qu'il sait y faire, M. Bissonnet, il ne va pas juste lui demander de tuer sa femme, il va lui dire voilà, j'en peux plus, voilà. Il va lui demander de l'aide à lui, petit Belkacem Méziane. Oh, mais oui, je vais le faire. Le monsieur Bissonnet est capable, en fonction des personnes qu'il a en face de lui, de les manipuler et de les influencer, vraiment. Monsieur Géniès, à ce stade, vous connaissez bien la personnalité des 3 protagonistes. Finalement, sans la blessure de Belkacem, c'était un crime parfait. Si on ne trouve pas des empreintes ADN de Méziane Belkacem et son pouce s'il ne se blesse pas, eh ben, je ne sais pas comment on aurait pu faire pour mener l'enquête comme on l'a menée. Et qu'on trouve des traces ADN de lui dans la maison, on n'avait rien d'anormal. C'est le gars qui fait du jardinage, c'est le laveur de carreaux, il fait le ménage à l'intérieur. Et même dans la voiture. Le matin des faits, M. Bissonnet lui aurait remis le double des clés du RAV4. Et pour troubler les pistes des techniciens d'identification criminelle, lui aurait demandé de conduire ce dernier le matin des faits, le mardi 11, pour aller chercher des galets chez un marchand de matériaux à Castelnau. Il lui avait demandé de conduire en lui expliquant que du fait qu'il conduit, c'est normal qu'on trouve des empreintes, qu'on trouve des traces de son passage dans le véhicule. Tout était impliqué et voilà. Il n'y avait aucun souci de ce côté-là. Les accusations du vicomte d'Harcourt n'ont pas entamé les convictions de la famille et des amis de Bissonnet. Tous se relaient pour lui rendre visite à la prison de Béziers où il est enfermé depuis 18 mois. On s'est posé des questions et on a émis des doutes, mais aujourd'hui on n'en a plus et surtout on a une connaissance approfondie du dossier, donc on a vraiment la conviction qu'il est innocent aujourd'hui et c'est pourquoi on veut se battre. J'ai cherché à savoir, le nombre de fois où j'ai demandé mais Jean-Michel, t'es coupable ou t'es pas coupable? Pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce qui s'est passé. Donc, plusieurs fois, on avait des discussions là-dessus. Il a toujours affirmé sa non-culpabilité. Moi, je ne peux pas croire qu'il ait voulu structurer et organiser le meurtre de son épouse.
l'avocat de Bissonnay n'a pas baissé les bras. Il continue de déposer des demandes de mise en liberté. Toutes sont rejetées systématiquement au désespoir des enfants. On voit même que le père de la victime, mon grand-père, le père de ma mère, est là et encourage mon père et veut également sa liberté. Donc là, de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? En septembre 2009, à la 10e demande rejetée, Jean-Michel Bissonnay craque devant les caméras. Je suis à bout. Je suis à bout des accusations et qu'on ne veuille pas m'écouter. Je voudrais qu'on m'écoute et depuis le mois de janvier, on ne m'écoute pas. La défense passe à l'offensive. Puisque tous les 15 jours, la Chambre de l'instruction de Montpellier refuse de mettre en liberté Jean-Michel Bissonnay en disant que ça troublerait l'ordre public, ils font un sondage en demandant grosso modo aux Montpelliérains est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire Bissonnay et est-ce que vous seriez choqué par son éventuelle remise en liberté ? Et à cette question, la majorité répond qu'elle ne serait pas choquée si Bissonnay sortait de prison. Les résultats sont bons, mais le sondage, lui, déclenche une polémique. Un avocat est allé jusqu'à utiliser un sondage d'opinion réalisé auprès de la population pour tenter d'obtenir la libération de son client, soupçonné d'avoir commandité un assassinat et qui est en détention préventive depuis 18 mois. Pas sûr que ce coup d'éclat produise les effets souhaités. Les magistrats sont très choqués par la méthode. Ce sondage est perçu par la partie civile et je crois aussi par la justice comme une mesure d'intimidation, de défiance. C'est une véritable intox. C'était vraiment devenu, carrément, quasiment un référendum citoyen pour savoir ce qu'il fallait faire de Jean-Michel Bissonnay. Et alors ça traumatise les magistrats, ça fige les magistrats, ils sont absolument indignés parce qu'ils disent on est dans une espèce de justice à l'américaine, ce type a les moyens de dépenser un pognon fou pour tenter d'influencer les juges par l'argent. Très vite, avec la publicité donnée par le sondage et les médias, l'affaire passionne la ville de Montpellier. Jean-Michel Bissonnay fait partie d'une famille de pieds noirs. Les rapatriés, c'est une partie importante de la population à Montpellier. On est vraiment dans le un peu côté nouveau riche, très matériel, la grande maison, l'écran géant, la piscine. Il y a aussi une espèce de curiosité un peu malsaine de voir un riche en vue se démener et crier à son innocence. Une innocence que Bissonnay continue de crier. Au total, il fera 19 demandes de mise en liberté. Toutes refusées. J'essaie de me défendre, je voudrais que l'on arrête de m'accuser de cette façon. C'est absolument abject. C'est abject pour me dire que j'ai voulu tuer ma femme, mais ça me rend malade. Je suis en prison, je paye pour rien. Florent Bissonnay, l'accusation repose sur l'idée que votre père a manipulé deux hommes, Belkacem et Darcourt. Est-ce que vous pensez que c'est dans sa nature ? Est-ce que ça lui ressemble ? D'une part, non, ça lui ressemble pas. Et puis je me pose surtout la question, comment est-ce qu'il aurait pu faire pour manipuler deux personnes, l'une qu'il voyait 3 fois par an et qui lui payait un café de temps en temps. Il ne voyait pas M. Belkacem régulièrement ? Non, c'était 3 fois par an. 3 fois par an, et quand ils venaient, ils passaient pas leur journée ensemble. C'était pour Belkacem avait un travail à faire à la maison, et puis mon père vaquait à ses occupations. Alors ça, c'est pour parler de M. Belkacem, et puis pour M. Darcourt, je pense que s'il y en a un qui peut manipuler l'autre, la relation devrait être dans l'autre sens. C'est-à-dire que mon père considérait M. Darcourt comme un peu un père spirituel. C'était plutôt lui qui avait l'ascendant sur mon père. Et qu'attendez-vous du procès qui arrive à ce moment-là ? On attend de pouvoir exposer enfin nos propos, de pouvoir être entendus aussi, parce qu'on a finalement été très peu entendus dans l'enquête, de pouvoir parler à d'autres personnes finalement que la justice, puisqu'on s'adressait également à un jury populaire. Et donc on pensait vraiment pouvoir gagner cette bataille. Le premier procès de l'affaire Bissonnay s'ouvre le 27 septembre 2010 devant les assises de Montpellier. Il y a une ambiance fiévreuse, c'est le procès du siècle à Montpellier. C'est un procès qu'on annonce pour durer 4 ou 5 semaines, c'est-à-dire c'est le plus long procès de l'histoire judiciaire de la ville. Il y a tout un dispositif qui fait qu'il y a une espèce d'excitation, de fièvre, et tout le monde se dit on va enfin voir ce que réserve l'affaire Bissonnay.
Les accusés encourent tous la réclusion criminelle à perpétuité. Jean-Michel Bissonnet et son ancien laveur de carreaux s'installent dans le box, côte à côte. Et c'est une image qui va peser en fait sur la compréhension du procès et sur l'opinion, parce que à aucun moment Jean-Michel Bissonnet ne manifeste le moindre mouvement de recul ou de colère. Alors que quand même, Jean-Michel Bissonnet nous explique que Méziane Belkacem non seulement a tué sa femme, mais en plus l'accuserait lui à tort. Ma foi, ils sont au coude à coude sans que tout ceci pose d'incident. Le vicomte Amaury d'Harcourt, lui, comparaît libre. Aucune déclaration. Merci. Et il attire les regards dès son arrivée. Le vicomte a droit à un fauteuil Voltaire qui est en dehors du box, à côté du banc des avocats. Il est libre, il arrive libre avec ses petits costumes et ses petits foulards, et il vient s'asseoir gentiment dans son fauteuil. Un privilège qui agace la défense de Bissonnet. Cet homme était libre face à ses jurés, allait et venait à sa guise, se laissait interviewer quand on voulait bien l'interviewer. Mais on était dans quel procès ? Le procès commence à peine et déjà un cortège d'amis défile à la barre pour rappeler combien les Bissonnet s'aimaient. Le comité de soutien, mais comme toujours dans ces cas-là, actif, déterminé, indiquant que M. Bissonnet était un bon compagnon, un bon chasseur, un bon golfeur, un bon époux, et que dans ces conditions-là, on ne pouvait pas être un mauvais assassin. Vendredi 1er octobre, 4e jour du procès. L'accusation jette un pavé dans la mare. Il est 10h45. L'avocat général, M. Grenier, se lève et tend à la cour et au parti un certain nombre de pièces. En interrompant pratiquement les débats et en expliquant au président, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire, de la plus haute importance. J'ai des documents à vous remettre qui concernent directement le fond de l'affaire et on ne peut pas continuer le procès sans que toutes les parties les aient examinés. Alors là, il y a une espèce de stupeur dans la salle, le président est complètement interloqué, tout le monde se regarde, il suspend les débats. Et là, chacun prend connaissance d'un ensemble de courriers qui ont été remis par un individu qui serait incarcéré et qui aurait fait des révélations à la police, qui laisse entrevoir, de la part de Jean-Michel Bissonnet, la volonté de fabriquer un faux témoin pour venir dire devant la cour d'assises que Amaury d'Harcourt était le commanditaire du meurtre de Bernadette Bissonnet. Le président de la cour annonce « Monsieur Bissonnet, vous êtes soupçonné de subornation de témoins. C'est une bombe. » Là, je me suis tournée vers Jean-Michel Bissonnet au moment de la reprise d'audience. J'ai demandé au président de me laisser la parole parce on ne savait plus où on en était. Et je l'ai interpellé en lui disant « Monsieur, vous dites que vous aimez vos enfants. Si vous aimez vos enfants, dites-nous la vérité aujourd'hui. C'est le moment où j'aime. » Bissonnet et Blême, ses deux fils, le fusillent du regard. Et c'est vrai que là, la salle est suspendue aux lèvres de Bissonnet parce qu'on se dit « il va avouer, il va avouer ». On est intimement convaincu que il va dire la vérité. Il se lève et dira « On m'accuse par le mensonge, je me défends par le mensonge. Je suis le rédacteur de ces pièces, mais si j'ai tenté de faire capoter ce procès, c'est parce que les accusations qu'on porte contre moi sont fausses et je suis innocent de cet assassinat. » Les enfants de Bissonnet sont effondrés et quittent la salle. C'est abominable, vertigineusement abominable pour ces enfants. S'ils sont convaincus de la culpabilité de leur père, ils seront partie civile contre leur père. Pour l'instant, ils n'ont pas encore suffisamment de recul sur ces nouveaux éléments pour prendre position. Les deux avocats de Jean-Michel Bissonnet sont abasourdis. Chacun comprendra ici que nous avons un problème de conscience et qu'il nous apparaît, après avoir réfléchi, que il faut que M. Bissonnet aille à la recherche d'une nouvelle défense.
on est particulièrement choqué. Je prends la décision de ne plus assumer la défense de Jean-Michel Bissonnet qui m'a à ce moment-là profondément déçu. Le procès est reporté. Alors Dominique, c'est quoi ces documents qui ont été transmis à la cour d'assises? C'est ça, Frédéric, cette pile de documents, c'est une série de lettres, de plans, d'informations qui ont été rédigés par Jean-Michel Bissonnet dans sa cellule sur son ordinateur. Ces documents, il les a remis à un détenu qu'on va appeler le messager et qui devait lui-même les remettre à un autre détenu qui s'appelle Laurent et que Jean-Michel Bissonnet appelle Lolo. Lolo doit produire un faux témoignage. Il doit dire à la police que le commanditaire du meurtre de Madame Bissonnet, c'est le vicomte d'Harcourt. Ça veut dire qu'il doit dire aux policiers, en 2006, Amaury d'Harcourt m'avait demandé de tuer Madame Bissonnet. Mais ce Laurent, il ne connaît pas d'Harcourt. Non, il n'a jamais vu le vicomte d'Harcourt, il ne connaît même pas sa tête. Donc, Bissonnet va joindre à son envoi une photo du vicomte d'Harcourt. Il ne connaît pas non plus sa maison, ni sa vie. Donc Bissonnet va joindre un plan du domaine de Saint-Eusoge, avec l'emplacement de la maison du vicomte qu'il appelle délicatement la maison du vieux. Il lui dit on entre directement par la cuisine, il y a une grande table en bois, il lui dit même l'emplacement des pots de confiture sur une étagère dans cette cuisine. Il parle souvent des femmes, le vicomte, donc il donne à Lolo toutes les informations pour pouvoir, quand il sera entendu par la police, construire son faux témoignage. Être crédible. Être crédible, tellement crédible qu'il lui dit aussi, Bissonnet, à Lolo, il lui dit attention, il faut rester le plus simple possible, c'est en entrant dans les détails qu'on peut se faire avoir, il ne faut pas en faire trop. Il faut savoir rester vague, ça ne doit pas apparaître comme une leçon apprise. Voilà les documents que reçoit le président de la cour d'assises. Et alors, que va faire la police? Alors, la police va vérifier ces informations à la demande de la cour d'assises. Et finalement, on va découvrir que Lolo n'avait pas du tout l'intention de produire ce faux témoignage devant la justice. Ce qu'il voulait surtout, c'était faire le maître chanteur et soutirer de l'argent à Bissonnet. Ça n'ira pas plus loin. De toute façon, Bissonnet l'avait compris depuis bien longtemps et il avait décidé d'interrompre l'opération. Florent Bissonnet, est-ce que vous avez envisagé de lâcher votre père après ces révélations? D'abord, j'ai eu une belle explication avec lui, musclée. Et puis j'ai continué, bien entendu, à le soutenir, oui. Parce que je me rappelle la première fois que j'ai vu Maître Darrigade, je lui ai dit, je pense qu'il n'y a pas pire personne à mettre en prison que mon père. Parce qu'il ne saura pas attendre et il ne saura pas s'en remettre à vous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et il a essayé de s'en sortir tout seul. Contre l'avis de ses avocats, contre l'avis de tout le monde, en fomentant quelque chose qui était complètement stupide. Alors je sais que l'accusation, après, s'en est beaucoup servi aussi, puisqu'on reprochait à mon père d'être un manipulateur, et on lui reprochait à nouveau, et on avait une preuve qu'il avait essayé de manipuler les gens. Sauf que c'est pas comme ça du tout que j'ai lu ces documents-là. Vraiment, j'ai plutôt senti quelqu'un qui ne savait plus quoi faire pour se faire entendre, et qui était prêt à faire n'importe quoi pour se faire entendre. Et il a fait n'importe quoi. Et il le sait. Les avocats de Jean-Michel Bissonnet ont jeté l'éponge. C'est donc avec une nouvelle défense qu'il se présente devant la cour d'assises de Montpellier 3 mois plus tard. Après le coup de théâtre de l'automne, un public nombreux se presse pour assister à la suite du feuilleton Bissonnet. La montée des marches de la cour d'assises, c'était la montée des marches du Festival de Cannes. On était submergés par des journalistes, des photographes, des caméramans. Mais pour Bissonnet, le procès commence mal. Ce sont les gendarmes qui témoignent les premiers. Lorsqu'on arrive à la barre, on raconte notre travail, on a fait notre travail. En plus de ça, on l'a bien fait, contrairement à ce que les avocats ont pu dire, ont essayé de dire, et la vérité s'est fait jour. À chaque fois que je répondais, on entendait, et tout le monde entendait dans son box des accusés, M. Bissonnet dire menteur, menteur. Bon, moi, je continuais à dire les questions qu'on me posait et à y répondre.
Le défi de la défense de Jean-Michel Bissonnet, c'est d'arriver à discréditer totalement les enquêteurs. Donc, à arriver à les montrer tels que Jean-Michel Bissonnet les considère, c'est-à-dire des espèces de petits gendarmes de province qui sont absolument épatés d'avoir réussi à attraper un notable dans leur filet. Mais cette tentative est un échec. Les enquêteurs sont carrés, précis. Ils emportent la conviction de la salle. Ensuite, quand on se retrouve un peu entre confrères qu'on y réfléchit, on se dit quelque part le procès est peut-être déjà plié parce que c'était quand même la condition sine qua non, c'est d'arriver à essorer complètement les gendarmes et ils n'y parviennent pas. Un nouvel élément à charge est alors présenté à la cour. Les connexions Internet relevées dans l'ordinateur de Jean-Michel Bissonnet. Il s'agissait soit de pornographie sadomasochiste hétérosexuelle, soit de pornographie homosexuelle, c'est-à-dire de relations homosexuelles entre hommes. Sous le pseudo Le Fennec, Jean-Michel Bissonnet va parfois chercher une femme, mais aussi un homme. Et on voit qu'il élabore le profil d'un homme entre 35 et 50 ans, bon chic, bon genre, parce qu'il met BCBG. C'est l'homme qu'il recherche. Et dans ses souhaits, quand même, sur le site de rencontre, il écrit qu'il souhaite flirt ou romance pour mettre un peu de piment dans sa vie. Ça laisse une ouverture d'esprit assez intéressante. Alors, est-ce que Jean-Michel Bissonnet était satisfait au sein même de son couple? Les avocats de la famille Bissonnet ont beau riposter. Il a établi un profil et puis il n'y a jamais eu de connexion et il n'a jamais répondu à une quelconque annonce. Donc... Dans la salle, le doute est né. Les Bissonnet n'étaient peut-être qu'un couple de façade. Une piste que les gendarmes ont justement développée à la barre. Monsieur Bissonnet est quand même un petit peu tenu par madame. Il voudrait avoir une vie un petit peu plus strass et paillettes, je pense, mais qu'il ne pourra jamais avoir parce que madame Bissonnet est très stricte. Elle lui serre un petit peu la vis. L'avocat du frère de Bernadette s'engouffre aussitôt dans la brèche. Et c'est là qu'est arrivé le bâtonnier Christol. Un des grands talents du barreau de Montpellier et qui, je peux le dire, nous a déroulé une espèce de joli conte provençal. Il a imaginé que M. Bissonnet, à un moment donné, en avait totalement assez de cette vie, de ce bonheur parfait, que peut-être il aspirait à d'autres choses, mais que sa femme l'étouffait, qu'il ne pouvait pas s'exprimer, que le seul moyen de s'exprimer, c'était de la tuer. Voilà, alors c'est un mobile séduisant. Parce que le problème du mobile, c'était embêtant. On n'arrivait pas à trouver le mobile. Hop! Il n'y avait qu'un malheur, c'est qu'il n'y avait strictement rien au dossier pour accréditer cette thèse. Rien. Rien de rien. Pas l'ombre d'un témoignage, pas l'ombre d'un petit fait. Au fur et à mesure que le procès avance, Bissonnet s'agite, se débat et s'égare. Vous détruisez vos enfants. Et vous, c'est vous qui avez détruit le public. Quand on le voyait dans son box, s'agiter, crier, interpeller, il faisait peur. Il a dû leur faire peur à ses jurés. Et on a dû se dire, mais c'est peut-être lui, finalement, il en est peut-être capable. Vous avez vu comment il fait, là? Depuis le début du procès, Bissonnet est sous tranquillisant, soigné pour une dépression. Le matin du 3 février, dans le box, ses nerfs lâchent. Donc il est effectivement dans une situation où à un moment donné, il ne peut plus entendre ce procès. Et il le quitte. Le calme des deux autres accusés tranche avec l'hystérie et l'agressivité de Bissonnet. Le jardinier ne cherche pas à atténuer sa culpabilité. Méziane, il est simple, il est carré, il dit les choses, mais il en dit pas trop. Il fait pas de, quand il dit, bah voilà, je l'ai tué. Quelque part, pour lui, ça suffit, quoi. Le vicomte, lui, est ailleurs. Le terme approprié à l'attitude d'Amaury d'Harcourt est probablement le terme détaché. On n'a pas le sentiment qu'il est dans le procès. Le procès avance, mais pas dans le sens souhaité par Bissonnet. Bah, la thèse du complot, elle fait quand même un flop.
Ici, Méziane Belkacem avait décidé d'assassiner Bernadette Bissonnet. Il n'a pas besoin d'Amaury Darcourt pour assassiner Bernadette Bissonnet. De la même façon, si Amaury Darcourt a décidé pour s'accaparer la fortune des Bissonnet, il n'a absolument pas besoin de Méziane Belkacem. Le seul lien entre ces deux hommes, c'est Jean-Michel Bissonnet. C'est que véritablement, c'est lui qui téléphone aux uns et aux autres pour leur dire de venir le 11. Et pourquoi le 11 ? Parce que le 11 au soir, c'est la réunion du Rotary. C'est l'alibi parfait. Le procès touche à sa fin. Ses avocats et ceux de ses enfants ont choisi de plaider l'absence de mobile et surtout le doute. Je considère que sur ces accusations, on ne peut pas étayer une condamnation de Jean-Michel Bissonnet, qu'il existe un doute qui est largement suffisant pour l'étayer. On ne condamne pas un homme par l'absurde. On ne condamne pas un homme en disant la seule hypothèse possible, c'est que ça soit lui. Je veux dire, ça c'est inacceptable, ou sinon, je vous préviens, on est tous en danger. Ce vendredi 11 février, les Montpelliérains font la queue pour venir entendre le verdict. On sait tous qu'il va être condamné. On entend le verdict pour le jardinier. Pour Méziane Belkacem, 20 ans de réclusion criminelle. Pour Amaury Darcourt. Pour le vicomte, 8 ans de réclusion. Puis pour Jean-Michel Bissonnet, un verdict très lourd, 30 ans de réclusion criminelle. C'est tellement inaudible pour lui qu'au moment où il entend qu'il est condamné à la réclusion, à 30 années de réclusion criminelle, il s'effondre. Et s'évanouit. Il est emmené derrière, dans le couloir qui est derrière, et il crie, toute la presse l'a rapporté, justice de merde. Jean-Michel Bissonnet fait appel. 9 mois plus tard, le lundi 7 novembre 2011, 3e round. Le procès s'ouvre à Carcassonne devant la cour d'assises de l'Aude. Belkacem et Darcourt n'ont pas fait appel, c'est le parquet qui l'a fait pour eux. Pour Jean-Michel Bissonnet, rien n'a changé. Nouveau décor, mais même système de défense. Il espère toujours être acquitté. Je suis innocent. Je suis innocent. Depuis 44 mois. Rien n'a changé, sauf l'équipe d'avocats. Bissonnet a choisi 2 nouveaux ténors. Maître Liénard devine qu'il devra défendre son client contre lui-même. J'ai tout de suite compris que M. Bissonnet avait un fort pouvoir de nuisance, c'est pas péjoratif ce que je dis, sur sa propre défense, voyez-vous. Donc moi je me suis tenu à distance, je l'ai très peu vu. Au bout de 10 jours de procès, l'avocat en tire les conséquences. Et moi j'ai senti que si sa défense continuait en bloc à ne soutenir que l'innocence, on allait droit vers une confirmation de cette 30 années de réclusion criminelle. Alors, puisque Jean-Michel Bissonnet campe sur ses positions, je suis innocent. Maître Liénard décide de changer de stratégie. Bien moi, voyez-vous, j'ai ressenti très profondément que le sens de mon devoir était d'ouvrir une porte, celle de l'hypothèse de la culpabilité de M. Bissonnet. Et si M. Bissonnet était coupable, que faudrait-il penser ? Et notre confrère Liénard a replacé la culpabilité de Jean-Michel Bissonnet, faisant de Jean-Michel Bissonnet l'homme qui avait l'initiative du projet, qu'il était dépassé par ce projet, et que finalement ça le rendait humain, et finalement il invite les jurés à réfléchir. Maître Martial, étiez-vous au courant que Maître Liénard allait plaider la culpabilité possible de M. Bissonnet? Maître Liénard, avec notre accord, le fait. Mais il le fait, et je le rappelle à tout le monde, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, il le fait sous la forme de l'hypothèse qui peut avoir germé
comme étant devenue une certitude de la culpabilité de Jean-Michel Bissonnet dans l'esprit des jurés. Et vous donc, que dites-vous aux jurés? Moi, je n'ai pas d'autre espace de liberté que celui de plaider l'acquittement. Et je suis très à l'aise, et intellectuellement, et en termes de conviction, pour plaider cet acquittement. Personne ne m'a entendu plaider autre chose que l'acquittement. Je crois que je l'avais au fond de moi, cet acquittement. Il faisait partie de ma conviction. Mes tripes y étaient ce jour-là, et je pense que tout le monde l'a ressenti de cette manière-là. C'est l'acquittement de Jean-Michel Bissonnet que j'ai plaidé. Le 25 novembre, la cour d'assises rend donc son verdict. Elle confirme les peines pour Belkacem et pour Darcourt. Et votre client, il prend combien alors? Et Jean-Michel Bissonnet est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. 20 ans, c'est 10 ans de moins. C'est une victoire quand même. Drôle de victoire. Moi, j'aime pas ces victoires-là. Ce sont des victoires qui me laissent un goût sacrément amer parce que j'ai l'impression, en réalité, je livre tel que je le pense, que cette condamnation a été écrite avant qu'on rentre à la salle. Quelle est la réaction de votre père après ce dernier verdict? Il a été bien entendu déçu. Il continue de clamer son innocence. Et en même temps, ce verdict, passé de 30 ans à 20 ans, nous fait dire que peut-être le second procès a été mieux tenu et nous laisse penser qu'il y a autre chose. Encore une fois, les choses n'ont pas pu se passer comme elles se sont passées. Il manque des bouts du puzzle et c'est encore, nous, on est maintenant dans l'attente et on ne l'aura jamais, de vraiment de savoir ce qui s'est passé vraiment. On sort de ce procès-là, on reste avec les mêmes questions. Et vous en êtes où, vous, aujourd'hui? Vous croyez toujours à son innocence? Oui, parce que je ne peux pas croire que mon père ait pu vouloir tuer ma mère. Enfin, ils étaient tellement heureux ensemble. C'est fou parce qu'on parle de plein de choses autour de ce procès-là. Et puis en fait, la seule chose qui pour nous compte, c'est que mes parents étaient heureux ensemble, qu'ils vivaient, ils se sont construits une vie pour vivre une retraite heureuse et ils s'apprêtaient à la vivre. Et vous en êtes où, vous, alors, dans votre vie? Notre vie est bouleversée. Elle est différente de ce qu'elle était avant. Mais il faut quand même qu'on avance. C'est ce que maman aurait voulu. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Et puis, on se doit d'avancer. Mais c'est dur, quoi. Ouais. Après avoir décidé de se pourvoir en cassation, Jean-Michel Bissonnet a finalement jeté l'éponge, à la demande de son fils, Florent. À 64 ans, il a renoncé au combat pour libérer ses enfants de ce cauchemar.